C'est bon. Bon, merci beaucoup. Merci à Modesto pour m'avoir fait un petit peu de place parce que j'étais, comme d'habitude, un peu en retard. Donc, c'est assez curieux parce que je voulais commencer par El Niño Costero. Modesto finit par El Niño Costero et on ne parle pas du tout de la même chose. Comme quoi, on peut travailler dans des disciplines différentes et s'attaquer à des choses un peu liées. Pourquoi El Niño Costero? C'est ce qui m'a fait un petit peu réagir et m'orienter vers ce que vous allez voir, même si là c'est des travaux un peu intérieurs. C'est qu'aujourd'hui, moi je travaille sur la logistique urbaine, donc tout ce qui est les activités logistiques dans les villes. Quand on a vu avec mon épouse qui est de Lima que le gros problème qu'il y a eu dans le phénomène del Niño Costero, c'était le problème d'eau, qu'il n'y avait plus d'eau et que là, c'est un problème logistique. Je me suis dit, là, il faut qu'on mette en place des choses pour que la logistique urbaine, ça n'aide pas que aux choses de tous les jours, aux opérations de tous les jours, mais aussi à répondre à des émergences. Donc, il faut que cette logistique urbaine, qui doit être durable, sustainable, soit aussi résiliente. Donc, non, ça ira. L'idée du coup de ce que je voulais présenter ici, c'est de vous expliquer un petit peu la base de ce qui est la logistique urbaine durable et la base de ce qui finalement a été mon HDR qui a été soutenu il n'y a pas longtemps sur l'aide à la décision basée sur la simulation de scénarios suite à un changement. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qui est adapté dans le changement, au changement de tous les jours ou à l'implémentation de nouvelles solutions, ça peut s'appliquer aussi à des changements induits justement par des émergences comme les catastrophes naturelles. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les villes, ce n'est pas que des bâtiments, ce n'est pas que des routes, c'est des centres économiques, sociaux, politiques, urbanistiques. Il y a beaucoup de choses qui convergent dans les villes, c'est un système complexe en soi. Et il y a beaucoup d'activités qui se passent. Finalement, l'habitat, je l'ai mis à la fin parce qu'aujourd'hui, les villes, c'est des endroits où on habite, où on vit dans le sens où on fait des choses, plus que des endroits où on dort. C'est-à-dire que c'est surtout le cas en Europe. Moi, j'habite dans une ville, je travaille dans une autre. Par exemple, je travaille à 60 km du lieu d'habitation, donc j'habite deux villes. Une pour ma vie privée, une autre pour ma vie professionnelle. Et dans les cas de villes comme Lima, moi je pense que Lima c'est un cas hyper intéressant parce qu'en France on est habitué aux villes monocentriques, circulaires, couroniques, tout ce que vous voulez. Lima ça casse tous les schémas parce que c'est une ville polycentrique où chaque centre a sa petite ville, chaque district a sa vie, un peu indépendante des autres. C'est vraiment 43 villes en une seule, donc c'est pas la même logique qu'ici, c'est pas la même logique qu'à Paris, où il y a Paris-Centre qui a une certaine inertie qui pousse tout le reste. Je pense qu'à Lima, en tout cas ce que j'ai observé, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui se passe à Comas entre ce qui se passe à Chorrillos, rien à voir. Je veux dire, après, je parle pas de pauvreté, etc., je parle de dynamique urbaine. C'est deux zones de la même ville, elles ont leur centre-ville, leurs activités économiques, leurs activités commerciales, alors qu'à Paris, la plupart des activités sont concentrées au centre, première couronne, et plus on s'éloigne, plus il y a de l'habitation et moins il y a des activités. Donc, les villes sont différentes, on fait des choses différentes, mais pour faire ces choses-là, on a besoin de manger, de s'habiller, d'acheter des marchandises, et aussi pour gérer les villes, réparer une route, réparer un tuyau, on a besoin aussi de ces marchandises. Et tout l'enjeu, là, ça ne se voit pas très bien, les gens de Lima peut-être reconnaîtront l'endroit. C'est un peu dommage, on ne voit pas la pléthore de combis qui s'amassent dans les rues. Ah, mais je parlerai du modèle combi tout à l'heure à la fin. À la lumière. Vous allez. Et là, Paris, c'est aussi au Pérou, dans un petit supermarché. Ça, je trouvais assez intéressant parce que vous voyez, on va faire ses courses. Et il y a des produits où il y a du stock, il y a des produits où il n'y a rien. Et là, on s'est dit, les villes, pour que les gens puissent s'alimenter surtout de manière correcte,
faut qu'il y ait tous les produits dont ils ont besoin pour avoir une alimentation saine. Pareil pour s'habiller, pareil pour travailler, etc. Et là, on tombe sur ce que j'appelle le paradoxe de Krajnik, parce que c'était un professeur canadien qui s'appelle Theo Krajnik, qui l'avait dit, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas le premier auquel j'ai entendu dire ça, c'est que la logistique, c'est fondamental pour le développement économique des pays, surtout dans les villes. Par contre, elle est à l'origine de tous les problèmes, et parfois elle n'est pas qu'à l'origine, mais on va lui donner tous les problèmes de la ville, la congestion, la pollution, le bruit, le dérangement, parce qu'un camion au milieu de la rue, ça dérange. Après, les 10 voitures qui ne laissent pas le camion faire son travail, ça, c'est pas grave. Mais le camion au milieu de la rue, ça dérange. Donc, pour vous dire un petit peu sur quoi je travaille, là, pareil, ça, c'est le barrio chino à Lima. On voit la vie de la rue. Il y a plein de choses qui se passent dans la rue et plein de logistique qui se passe dans la rue. Pareil, ça c'est, je pense, une autre photo d'à peu près le même endroit. Là, on ne le voit peut-être pas trop bien, mais il y a une petite carretilla au milieu de la route, ça bloque tout le trafic. Mais le monsieur ou la dame de la carretilla est en train de travailler, de gagner sa vie. Donc il y a un conflit entre le besoin de gagner sa vie et le besoin des autres de pouvoir circuler. Pour vous montrer un petit peu les enjeux de la logistique urbaine. Et là, c'est l'une de celles que j'adore. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le Metropolitano. Et il y a une camionnette qui est au milieu, qui bloque le passage du Metropolitano. Et cette camionnette, elle va faire son travail aussi. Et je pense qu'elle est bloquée par un autre véhicule qui est devant. Ça, c'est le problème du trafic. Le problème du trafic qu'après, dans la physique, par exemple, avec l'hydraulique, on peut simuler des choses. Mais c'est un gros problème dans toutes les villes. Là, j'ai mis Lima, mais à Bogota, c'est la même chose. À Paris, c'est la même chose pour d'autres raisons. À Lyon, c'est la même chose. Donc la congestion, là, partout. Aux États-Unis, elle n'est pas en centre-ville, elle est dans les grandes routes pour accéder à la ville, mais à la congestion aussi. Donc le problème de la congestion, il est un peu partout. Et il faut trouver des solutions. Donc, comment on peut trouver ces solutions? Déjà, en définissant ce qui est la logistique urbaine durable. La logistique urbaine durable, c'est une logistique, un ensemble d'activités qui vise à transporter les marchandises, à fournir le bon produit au bon client, au bon moment, au bon prix. Il ne faut pas oublier l'aspect économique, qui respecte le principe du développement durable. Là, je ne vais pas m'attarder à tout expliquer, mais le développement durable, ce n'est pas que l'économique, environnemental et social. Ça, bien sûr, c'est important, mais ces interactions aussi. Mais surtout, là où on essaye de faire comprendre, c'est que le développement durable, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qu'on peut arriver à un schéma logistique ou à une action qui soit économiquement rentable, qui respecte l'environnement et qui crée une certaine équité sociale, sauf qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain peut-être ça ne l'est pas. Et c'est ces projections dans le futur qui nous intéressent, nous. C'est-à-dire d'aller vers quelque chose que ça ne soit pas que du court terme, mais qu'il y ait du court terme au long terme, qu'on commence à faire des choses en local, parce qu'on ne peut pas tout faire. Dans les expérimentations logistiques urbaines, c'est toujours des quartiers, des petites choses, mais après il faut aller au niveau de toute la ville. On commence par des choses simples, il faut complexifier, et le rêve, j'ai dit le rêve parce qu'aujourd'hui c'est difficile, il faut passer d'une logique de compétition, une logique de coopération, et en voyant le système économique au Pérou par exemple, où j'ai travaillé avec des gens qui font du transport. Parler de tarification unique de transport, là, on s'est tiré une balle dans la tête, parce qu'on nuit à la libre concurrence, alors qu'avoir un tarif unique, ça pourrait être intéressant pour tous si certaines conditions se donnent. Deux personnes qui sont concurrents, elles n'ont pas trop envie de collaborer. Oui et non. Moi, j'ai vu Carrefour et Casino, deux grands groupes de grande distribution qui ne sont pas forcément très copains, collaborer sur des choses parce que tout le monde y gagnait. Donc, je crois à la coopération quand c'est gagnant-gagnant, bien sûr. S'il y en a un qui gagne et un qui perd, c'est difficile. Rapidement, les flux de la logistique urbaine, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les pourcentages, mais il y a une partie qu'on pourrait penser qui est la plus importante. Ça représente en termes de congestion 40%, ce n'est pas la plus importante, qui sont tous les flux logistiques pour livrer les commerces, pour livrer les usines, pour livrer toutes les activités économiques de la ville. Ça, c'est des pourcentages à Lyon. Malheureusement, je n'ai pas les données pour le faire à Lima, parce qu'avec le commerce informel, c'est difficile.
mais ça peut être quelque chose à faire. Ce qui est plus important, c'est ce que j'appelle les end consumers movements, c'est les mouvements du consommateur final. Déjà, 40% de la congestion est liée à des gens qui prennent leur voiture pour faire leurs courses. Ça a l'air bête, mais on doit manger. En général, on achète des quantités, donc on va avec notre voiture. Peut-être qu'au Pérou, il y a beaucoup de marchés de proximité, il y aura beaucoup de gens qui vont à pied, du coup, ça ne crée pas forcément de la congestion ou très peu, donc les pourcentages changeraient. Et ici, en France en tout cas, il y a une explosion des livraisons à domicile et des livraisons en point relais, ce qu'on appelle le point relais, c'est-à-dire un point de retrait des marchandises pas trop loin de la maison. En sachant que, par exemple, à Paris, les gens vont en voiture retirer leur colis au point relais. Ils ne vont pas à pied, donc ça crée quand même un peu de congestion. Voilà. Et enfin, même si ça fait que 10%, ce n'est pas négligeable, parce qu'en général, c'est des gros camions, c'est tout ce qui est lié à la gestion de la ville, les déchets, la construction, la poste, les hôpitaux, les écoles, etc. etc., etc. Il faut le tenir compte, ce n'est pas toujours pris en compte et c'est important. Quand on parlait le problème qu'il y a eu avec l'eau, qui était un problème de station dépuratrice qui n'arrivait pas, le débit était trop, donc il n'arrivait pas à assurer, il était saturé, donc il n'arrivait pas à assurer le traitement d'eau. Pour moi, c'est un problème de logistique urbaine, ce n'est pas un problème forcément de camion, sauf que là, ça crée du camion parce qu'ils allaient chercher l'eau quelque part et la ramener en camion. Donc, avec tout ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on apporte à travers des outils en général empruntés aux mathématiques appliquées, aux statistiques appliquées et à l'informatique, pour en faire court, de l'aide à la décision pour les acteurs publics et privés. Pourquoi publics et privés? Parce qu'en France, on a la tendance de dire que c'est l'autorité publique qui fait tout. On se rend compte que si on fait quelque chose et que l'entreprise y trouve pas son compte, elle ne joue pas le jeu. Donc il faut qu'il y ait les deux qui soient dans la boucle, qui soient impliqués. Et pour ça, nous, on fait de la simulation de scénarios pour dire on veut faire quelque chose de nouveau, on le simule et on voit qu'est-ce qui va changer par rapport à la situation actuelle. Et on fait ça dans la logique de l'analyse avant-après, c'est-à-dire qu'on a une situation initiale, une situation finale, et on veut comparer la différence entre les deux. Pour faire ceci, avec des données qu'on collecte sur le terrain, etc., qu'on peut reproduire aussi, on crée ce qu'on appelle le scénario zéro, c'est-à-dire la situation avant le changement. Ensuite, on va, pour calculer le changement, calculer ce qu'on appelle le scénario après, c'est-à-dire qu'on va simuler si on n'a pas de données, ou on va mesurer si on fait une expérimentation, qu'est-ce qui se passe après implanter le changement. Ce qui se passe en général, c'est que, pareil, les expérimentations sont un environnement contrôlé, donc on a besoin de se projeter à grandeur nature, donc à un moment donné ou à un autre, il faut simuler. Et à partir de là, on va estimer les changements, mais comment? On va estimer les impacts dus au changement, c'est-à-dire qu'il y a des gens que ce qu'ils font, ils calculent tout ce qui se passe au point 0, tout ce qui se passe au point 1, ils font la soustraction. Nous, on calcule au mieux ce qui se passe à l'instant 0, on estime quelles sont les choses qui vont changer, quels sont les phénomènes qui vont changer, les autres on ne les touche pas, bien sûr il faut faire des hypothèses, et on estime que le changement. Ce qui fait qu'en termes de calcul, c'est beaucoup plus pratique, parce qu'on n'a pas à tout refaire si on sait que ça ne change pas. Ça implique aussi de connaître bien ou de faire des hypothèses, qui sont parfois lourdes, sur le changement. À partir de là, nous en transport, pour faire court, on estime ce qu'on appelle la demande de transport, c'est les besoins des marchandises à transporter ou des camions à faire bouger. On estime l'offre de transport, c'est-à-dire le nombre de camions qui sont effectivement présents, et on matche tout ça avec le modèle d'équilibre, et on crée des tournées de camions qui vont se balader dans la ville, et après avec des outils, des systèmes d'information géographique, on projette ça sur des cartes. Là, en termes d'estimation de la demande, dans d'autres domaines, c'est très standard. En logistique urbaine, c'était pas standard du tout. Chacun fait à sa manière, c'était très difficile. Chacun veut avoir le modèle absolu. Et donc, nous, avec un collègue qui est en Suède, à Chalmers University, on s'est dit que ça serait bien
d'avoir un autre paradigme de modélisation de la demande, qui ne soit pas le modèle classique qui est un modèle très déductif. Donc pour ça, je pense que tout le monde connaît à peu près, mais on a la réalité, on a les données, on a les théories et on crée un modèle. Donc la première manière de le faire, c'est on sort des théories qui existent, on crée un modèle à partir de ces théories et on le valide avec les données. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche déductive. On connaît déjà la théorie et on fait en sorte que nos données calent avec la théorie. On fait des choix, des hypothèses fortes au début. Le contraire, c'est de dire on part des données, on ne fait pas d'hypothèses sur les théories avec des analyses statistiques inférentielles, on sort les théories. Le problème, c'est que dans le premier cas, on fait des hypothèses très lourdes. Dans le deuxième cas, on peut avoir le risque de rien avoir parce qu'on ne fait aucune hypothèse. Donc nous, on dit on va faire les deux. C'est-à-dire qu'on va partir des données pour avoir non un modèle, mais un ensemble de modèles. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. C'est-à-dire, on va dire, le phénomène pourrait être linéaire, logarithmique et exponentiel. Parce que nos indicateurs statistiques disent qu'il peut l'être. À partir de là, avec des analyses d'erreurs, d'abord, on crée ces modèles, on les compare, on fait des analyses d'erreurs et on choisit le meilleur de ces modèles. Donc, on réduit le spectre des possibles à 3 ou 4 possibilités et on estime. Et ça, c'est ce que certains auteurs parlent de, je ne l'ai pas mis là, l'abduction, c'est-à-dire que c'est un mélange entre induction et déduction. Et là, c'est très important, la collecte de données. Et la collecte de données, comme on parle des phénomènes humains, on ne peut pas que mesurer de manière très objective, il faut tenir compte aussi. Il y a beaucoup de déclaratifs, c'est les gens qui disent, donc il faut tenir compte des erreurs qui sont liées à la personne qui ne se souvient pas bien, à la personne qui a fait une erreur d'estimation, etc. Et ça, c'est toute la difficulté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait, on commence par faire des analyses statistiques de dispersion, d'aplatissement, de symétrie pour sortir les logiques de distribution statistique des données. À partir de là, on fait aussi des analyses de corrélation pour voir s'il y a une corrélation entre certaines variables, linéaires, non linéaires, etc. On ne prend pas des partis pris au début. À partir de là, avec ces indicateurs, on voit quelles sont les logiques, les 3 ou 4 logiques les plus pertinentes. On les estime. On calcule par régression, par des modèles empiriques ou par des méthodes de la recherche opérationnelle les modèles. On les compare par des analyses d'erreurs, qui peuvent être des erreurs absolues, pourcentage, etc. Et après, on choisit le modèle. Et là, voilà les exemples. Là, on avait fait un comparatif de modèles avec cette méthode, de modèles pour estimer le nombre de camions qu'il y aurait par type d'activité économique en une semaine. Et là, on s'était attaqué avec l'agrégation des données, c'est-à-dire qu'on a des données. On peut diviser les établissements par catégories, c'est-à-dire, là, il y a 8 catégories, c'est agriculture, services, industrie, commerce de gros, supermarché, hypermarché, commerce de détail, supermarché, hypermarché. Le 7, c'est tertiaire et logistique transport. Et après, on a ça qui est très agrégé. On peut désagréger et dire, dans les commerces, j'ai les boulangeries, j'ai les boucheries, dans l'industrie, j'ai la chimie, la manufacture, les aliments, etc. Et ça montre que, bon, sauf pour certains cas, désagréger, ça sert strictement à rien, l'erreur est la même, ou presque. On voit que certaines erreurs, le 4, le 5, bon, il y en a une qui est un petit peu moins bonne, la 6, la 7, la 2, on a des erreurs qui sont très peu. Donc, à quoi ça va servir de collecter beaucoup de données si les erreurs sont les mêmes? Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on est dans du déclaratif, la grosse erreur s'est faite sur la collecte des données, donc qu'on agrège ou pas, ça ne nous change pas la vie. Sauf que nous, ça nous change, parce qu'une enquête très désagrégée, ça coûte 3 millions d'euros, une enquête très agrégée, ça coûte 30 000, 40 000 euros. Pour avoir les mêmes résultats, c'est peut-être intéressant de savoir qu'il ne faut pas aller autant. Avec ce qu'on a, avec 3 millions d'euros, on peut faire des enquêtes sur 10, 15, 20 villes et avoir beaucoup plus de données sur des contextes différents. Enfin, avant de terminer, tout ça, on le met avec des algorithmes de recherche opérationnelle, on simule des scénarios, mais nous, ce qu'on fait,
derrière, c'est qu'on ne va pas dire aux décideurs « il faut faire ça », on va aider ces décideurs, qui sont plusieurs, à prendre un accord, à prendre une décision consensuelle. Et pour ça, on part du principe de la recherche opérationnelle interactive et de l'aide à la décision collaborative, qui dit que quand il y a un groupe, et ça c'est important, un groupe, ce n'est pas un ensemble d'individus, c'est plus que ça, ils ont un objectif commun, ils veulent trouver une solution commune. Sinon, il n'y a pas de groupe. Et sinon, ça ne peut pas s'appliquer. On commence par raisonner chacun de son côté, on commence à communiquer, on se rend compte qu'il y a des choses en commun, qu'il y a des objectifs en commun, et on prend une décision ensemble. Décision qui peut être, finalement, il n'y a pas d'accord parce qu'on n'était pas vraiment un groupe, mais on aboutit à quelque chose. Et nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a développé un outil qui est basé sur un système d'information géographique qui permet à chaque acteur de simuler les scénarios avec les méthodes que je vous expliquais tout à l'heure, chacun de son côté. Après, ils peuvent comparer. Et derrière, nous, on les accompagne, pas pour leur dire ça c'est la meilleure solution, mais pour les aider à interpréter les différentes courbes. Dans les courbes, on a les impacts environnementaux de mettre en place des solutions logistiques. Là, on voit le centre-ville de Marseille. Dans les petits ronds, c'est le nombre de commerces de vêtements qu'il y a dans une zone. Et les petits traits verts, c'est des tournées de véhicules qui alimentent ces zones. Et ça a un coût. Si on veut mettre en place de nouveaux schémas logistiques qui font que là où il y a les petites étoiles, on va mettre des centres de consolidation avec des véhicules moins polluants, ça va changer. Et donc, ça va polluer un peu moins. Et donc, ça va coûter peut-être un peu plus. Et là, c'est aux acteurs de se mettre d'accord combien je veux payer plus pour gagner un environnement. Donc, l'idée, elle est là. Mais ça implique que les gens veulent se mettre d'accord. Ça, c'est un autre cas. C'est le cas de Lyon. Et à Lyon, on a fait une autre étude, c'est pour la livraison des cantines scolaires, pour favoriser la production locale et justement s'approvisionner chez des producteurs qui sont à 50 ou 100 km autour de Lyon et arrêter le surgelé, arrêter les conservateurs, arrêter tout ce qui dérange un petit peu l'alimentation. Pas forcément du bio, mais en tout cas du local et un petit peu moins polluant que... Parce que la réglementation bio, on a vu, il n'y a pas de la variété pour tout, donc on ne peut pas faire du 100% bio, c'est très compliqué. Parce que le 100% bio, ça implique qu'il n'y a pas la variété qu'il faut, et donc du coup les enfants, ceux-là, ne se mangent pas. Donc on arrive à 80% de bio, ce qui n'est pas mal. Et là, pareil, c'était des choix de camions, de localisation de la cuisine centrale, de choix de producteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Maintenant, pour finir... Qu'est-ce qu'on peut faire au Pérou et en Amérique latine? Ça, je l'ai présenté quand j'étais au Pérou il y a un mois et demi. La première chose, et ça, je lance la pierre aux gens là, j'ai entendu des choses très intéressantes aujourd'hui, c'est continuer à promouvoir la recherche pluridisciplinaire. Ça, ce qu'on a fait, si avec des mathématiciens ou des économistes ou des environnementalistes, on n'aurait pas réussi. Il y a des gens qui sont dans toutes les disciplines. Je tends la main. Il y a beaucoup de physiciens ici. Je pense qu'on n'a pas assez d'approche en physique statistique, par exemple, ou en physique tout court, en mécanique, en hydrologie. Et pourquoi pas, même si ici il n'y aura peut-être pas le même public, la géographie, la psychologie. On a beaucoup de génie industriel, on a beaucoup d'économie, d'aménagement, mais on n'a pas ces profils-là. Et je trouve qu'on y gagnerait à avoir ça. D'un point de vue méthodologique, et là, je me tourne au Pérou où il y a des catastrophes naturelles récurrentes. Ça, c'est réintroduire la question du risque pour que le jour où on aille faire un pont, on le fasse bien pour que 3 mois plus tard, il ne tombe pas parce qu'il y a une crue. Voilà. Et quand il y a... Parce que derrière, il y a une entreprise qui se retrouve isolée et qui ne peut pas livrer, et qui ne peut pas travailler. Ça, on l'a vu quand j'étais au Pérou. Une entreprise, ils étaient pour rien, la route était bloquée, ils ne pouvaient pas livrer. Il fallait qu'ils trouvent la solution parce que les pouvoirs publics ne l'ont pas trouvé. Ceux qui ont payé la déblayeuse pour se faire un chemin. Ça leur coûtait moins que d'attendre que la route soit déblayée. Donc, si on a cette notion de risque, on arrive à anticiper, surtout les entreprises arrivent à se mettre d'accord. Je pense que c'est important cette idée. 5 minutes? OK. Et au niveau pratique, c'est continuer à développer ces questions d'aide à la décision de groupe. Et ça, c'est plus pour la France, mais bon, je pense que pour le Pérou, ça se fait aussi. Aujourd'hui, la décision est prise par quelqu'un parce qu'il veut et il ne prend pas en compte l'avis des autres. Nous, ce qu'on dit, c'est mettons-nous tous devant une table,
on donne aux décideurs 4-5 solutions, mais qui sont consensuelles de tous les groupes, du coup, qu'ils choisissent l'une ou l'autre, ça arrange tout le groupe. Mais au moins, ça a été pré-choisi, et le décideur, il est tranquille, il peut choisir l'une de ces 5, et il sait que tout le monde va être d'accord. Alors que s'il choisit sans avoir un avis des gens qui y travaillent et qui finalement vont souffrir les conséquences, il va se mettre tout le monde à dos. Et ça, on est en train de l'expérimenter avec Marseille, et ça marche très bien. La mairie de Marseille a voulu se prêter au jeu, et c'est très bien. Et enfin, et ça je l'ai dit 4 fois quand j'étais au Pérou, à toutes mes présentations, il faut exporter les grands succès péruviens. Vous avez quelque chose, l'autre jour j'étais encore en train de le voir avec mon épouse, la zone de production de vêtements de Gamarra, c'est un exemple mondial sur certaines choses, y compris sur la logistique urbaine. Et on pense que c'est quelque chose qui ne marche pas. Non, non, il y a des gens qui viennent de tout le monde. Apparemment, il y a même les Chinois qui veulent faire une opération sur Gamarra. Donc attention, je pense que c'est important. Et ça manque encore de développement parce qu'ils vendent beaucoup de matières premières et ils rajoutent peu de valeur. Donc là, il y a du travail à faire. Mais la gestion logistique de Gamarra, elle est faite à 0 émission, ou presque, parce qu'il n'y a pas de camion qui rentre et tout est fait à la main. Et très organisé. Et ça, il n'y a que là-bas qui le font. Donc, et ça, c'est un exemple mondial. Il y a tout ce qui est la livraison en chariot, qui est un peu faite à la main, mais il y a eu une réflexion derrière, donc il y a quelque chose à valoriser. Et après, bon, je dis le potentiellement, et surtout rendre légal un petit peu le système et les aider. Les systèmes des combis, qui est la petite entreprise monopersonnelle ou avec très peu d'employés, qui essaye d'avoir un équilibre, mais qui crée par solidarité avec ses congénères, des coopératives et qui créent des schémas économiques qui finalement marchent et qui ne sont pas soutenus du tout. Et c'est dommage. Donc moi je pense que les combis, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Après, il faut la profiter, il faut l'arriver à bon terme. Voilà. Donc, pour finir, quelques photos. 2 choses qu'on peut faire en logistique urbaine, donc, sauf celle-ci qui est de Colombie, toutes les autres sont au Pérou. Donc les petites charrettes dans la rue, je pense qu'il y a des choses à faire pour aider le commerce informel à être un petit peu moins informel. Les charrettes, ça c'est quelque chose qu'il faut valoriser parce que ici on parle de livraison durable, ça c'est de la livraison en tout cas environnementalement bonne. Socialement, je ne suis pas sûr que ce soit durable, voilà. Mais il y a des choses à faire, peut-être si on ramène du social. Là c'est la congestion. C'était pour illustrer qu'il y a eu une étude des Japonais de la JICA à Lima qui disait la chose à faire en priorité, c'est un système centralisé de gestion du trafic. Et après, vous pouvez faire des lignes de métro. Le choix était la ligne de métro alors que ça coûtait 3 fois moins cher et ça aurait réduit certains problèmes, pas tous de congestion. Et là, c'est la logistique des chantiers où il y a des choses à faire aussi. Et là, c'était les livraisons à vélo. Il y en a aussi au Pérou, mais j'ai pas... Comme en général, c'était quand j'étais au taxi, je n'arrivais pas à voir des belles photos. Donc, celle-ci, c'était quand je rejoignais l'aéroport en Colombie pour me rendre au Pérou. Donc, voilà. Je vous remercie. S'il y a une ou deux questions, merci.